Bonjour à toutes et à tous. Encore nous, je sais que vous nous voyez beaucoup en ce moment. Temps mort chaud, faut que ça rentre dans vos têtes. Temps mort chaud, la nouvelle émission de basket qui parle de basket avec abnégation, culture, détermination. Bon, il y a peut-être quelques noms d'oiseaux qui fusent, mais c'est la passion du sport, c'est un petit peu bizarre. Bon, toujours avec ma main, Mick Mills, Hot Mills, Patty Mills, Beverly Mills. Notorious Mills. Notorious Mills, exactement, c'est le surnom du jour. On verra la semaine prochaine, j'en ai encore un meilleur. Oh, il a déjà préparé le terrain. Inutile. Toujours avec Poséidon, le Tsar, Angelo Tsagarakis. Toujours avec Flex Tagno, Ronaldo, toujours avec Après, Flex Takim The Dream. Voilà, le basket, nous on apprécie les artistes, qu'ils soient footballeurs, tennisman ou basketteurs, les comparaisons sont adéquates. Donc voilà, DJ Flexta toujours aux manettes et notre guest, mais plus qu'un guest. Non, c'est sérieux, il est chez lui. Il est à la maison. Exact, oui. J'ai fait l'acquisition de cet endroit. J'ai un très beau volume, l'auteur sous plafond, je peux faire des mezzanines, c'est super. J'ai un petit Airbnb, du coup, à louer, il y a un grand écran dedans. Mais c'est la toujours là. Avec plaisir. Bon, les gars, rappelle les règles quand même. Rappelle les règles parce que on a mis quelque chose en place. On a mis quelque chose en place. Ça va être le 3e épisode où on vous formule cette règle qui est concrète et je pense bien pensée. Chacun d'entre nous, messieurs, avons un temps mort disponible. Nous avons 1 minute qui peut être utilisée à tout moment. Quand le temps mort est demandé, tout le monde se tait, pas d'interruption, pas d'autorisation d'interjecter. Et on peut le prendre à n'importe quel moment. Et si vous voulez faire comme j'ai fait lors de l'émission précédente, embêter un collaborateur. C'était pas un temps mort, c'était un règlement de compte. Des vendettas personnels, vous pouvez également les régler en utilisant vos temps morts. Vous les utilisez avec la stratégie qui vous convient. N'en déplaise à certains. Pour moi, c'était du racisme. Mais bon, ça se l'engage que moi. Toi aussi, t'es un angry black man. C'est ça. Toi aussi, t'es un angry black man. Je suis Giran Green. Pas mal. Bon, les gars, parlons d'Euroleague. L'Euroleague, il y a la première phase, c'est terminé. Ouais. Là, on arrive dans une phase... La première phase des playoffs. Tu veux dire les quarts de finale. Ouais, exactement. Voilà. Il y a plein de choses. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir qu'on revienne. Et on va parler de ce qui arrive bientôt à partir du 23 parce que ça s'annonce corsé. C'est le Final Four. On a, comme je l'ai dit dans l'émission précédente... C'est très européen comme terme, en plus. C'est super. Et puis en plus, c'est très européen la localisation aussi de l'événement. Ah oui, bref. Dans l'émission précédente, j'ai dit le basket va bien. Oui. Je le confirme encore avec l'Euroleague. Oui. Parce qu'on a eu 4 match-ups totalement incroyables. 4 match-ups où 2 sont finis en game 5. Et 4 match-ups où les 4 favoris sont au Final Four. Donc ça veut dire que le Final Four est à manquer sous aucun prétexte. On vous l'avait dit dans ton marché. On avait dit que les 4 favoris seraient là. Les 4 favoris seraient là. Et le rêve, cet espoir qui vit en moi d'avoir une finale. Panathinaikos Olympiakos. Si vous pensez vraiment que c'est un truc travaillé, que c'est un truc préparé, vous savez pas. C'est le sang qui parle. Je la veux, cette finale. Et si vous êtes fan de basket, non, je finis. Si vous voulez vraiment que le basket soit à son summum, vous voulez cette finale. Vous voulez la guerre dans les gradins. Vous voulez le basket entre 2 des 3 meilleures équipes de toute l'Europe et de partout autre Atlantique. Excusez-moi. Panathinaikos Olympiakos, c'est en vie. Vous pouvez pas comprendre ce qui se passe en moi. Le fait rien que ce Final Four. Mais ce match, je comprends pas. T'as rencontré le pharmacien de Draymond Green, non? C'est chaud. Non. Je peux vous dire que c'est une sincérité qui est en train de s'exprimer. Je suis comme un gosse. Je suis comme un fou. Si j'ai cette finale, je ne peux pas vous dire dans quel état je vais être et l'émission qui va s'en suivre. Je ne peux pas vous dire. T'es un peu comme Périclès avant la guerre du Péloponnèse, quoi. C'est-à-dire que c'est la guerre des cités, c'est même pas Sparte contre Athènes, c'est Athènes contre Athènes. C'est comme avait dit Achille, c'est pour ça que personne ne se souviendra de ton nom. Mais donc... Alors, justement, on parle des matchs. On a eu Fenerbahçe Paris, on avait vu le SUP, Fenerbahçe a battu Paris 3-0. On en avait déjà parlé, donc on va pas reparler là-dessus. Mais bravo à Paris quand même. Voilà, exactement. Non, tu sais quoi, on peut revenir sur cette série parce que... on avait dit que... Non, écoute, juste pour donner le crédit, le 3-0 n'était pas un 3-0 du nettoyage. Oui. On a eu 2 matchs que Paris pouvait légitimement prendre. Le match 3 est parti en prolongation. Le match 1 se joue dans les derniers instants. Il y avait avantage Paris.
échange d'avantages pendant de longues minutes et sur les 2 minutes 30 de la fin, Paris craque un petit peu, mais on s'est dit, ils étaient en capacité d'en prendre un, on se l'était dit, hein. À l'image des 2 confrontations De la saison régulière. Voilà. Donc, c'est important de le mettre en avant, hein. Quand on vous rappelle ça, vous dites pas, ouais, bon, Paris, pas le niveau. Ouais, ils sont morts les armes à la main. Paris est sorti à tête haute. Ça, faut le dire. On donne crédit à toute l'équipe de Paris qui ont été étincelants pendant tout l'Euroleague et encore ont prouvé que c'est une équipe qui a beaucoup à montrer encore des années à venir et qu'on a hâte de voir. Ah oui, le binôme TJ Shorts, Nadir Rifi qui ont été valorisés à leur juste valeur, hein. Rising Star de l'année pour Nadir Rifi, TJ Shorts dans le top 5. Donc voilà, on est satisfait, bien entendu. Mais je te laisse, Mins, choisir la série que tu veux aborder en premier. Vu qu'il y a eu 2 matchs qui ont fini en Game 5, on va les laisser pour la fin. D'accord. On va parler de Olympiakos Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le Real, c'était une équipe qui pouvait faire chier. On avait dit que c'est une équipe qui pouvait casser la tête. Et on l'a vu dans le Game 3. Quand on est passé à Madrid, ils ont pris le Game 3. Et on s'est dit, est-ce que le Real pouvait emmener l'Olympiakos au Game 5? Sachant que dans Game 3, si je me rappelle bien, Evan Fournier était pas là. Il manquait, je crois, Evan Fournier, mais on avait quand même le il a manqué le Game 3? Pardon? Il a manqué le Game 3. Pourquoi que je regarde, j'ai un doute, j'ai l'impression que Fournier avait raté un match. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il avait raté un match. Alors, si tu parles de performance, j'ai pas souvenir de ça, mais si tu parles de lui ne pas être présent. Non, il était pas là. C'est bien ce que je me disais. Donc c'était le match 3 Ouais, le match 3, il est revenu pour le Game 4 et il met 23 points dans le Game 4. Oui, ça, on s'en souvient. Mais justement, parce qu'il était pas là dans le Game 3. D'ailleurs, t'as un binôme de folie furieuse, Evan Fournier, Kostas Papanicolaou. Le capitano è la recostara, metto aristéro su chieri re agori mu. On l'a perdu. Non, on l'a perdu. Non, les TGeux. Est-ce que vous avez vu le match? Non, attendez. Vous me regardez avec un œil critique. Je vous en supplie. Apportez-moi des Keftedes, du Tzatziki. Je vous vois que vous me regardez avec un œil critique. Est-ce que vous avez vu le match? Est-ce que vous avez vu les TGeux sortis d'ailleurs de notre gaucher d'amour? Est-ce que vous les avez vus ou pas? Parce que si vous les avez pas vus, vous pouvez pas critiquer ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez pas. C'était des shoots venus d'ailleurs. C'était un leadership énormissime parce que, mine de rien, l'Olympiakos était en difficulté. L'Olympiakos a été chahuté. Et si vous vous souvenez des previews qu'on a fait, l'anticipation de ces match-ups, je vous ai dit, j'ai peur, je crains la dynamique du Real, je crains les match-ups que présente le Real, je crains la capacité des Madrilènes du Real, hein, tout simplement. Tout à fait, de venir prendre un match à l'extérieur et de potentiellement finir la série à la maison. Et le match que sort l'Olympiakos, le shoot venu d'ailleurs de MVP Vezenkov, excusez-moi, j'adore Kendrick Nunn, MVP Vezenkov, le shoot venu d'ailleurs en fin de quart-temps, step back, filoche, en fin des 24 secondes, qui a littéralement mis le coup de bambou derrière la nuque des Madrilènes pour dire, votre comeback là. On arrête ça. Donc, on a eu un trio phénoménal, mais c'était vraiment un effort collectif et on a eu quand même, je pense, une énorme force de caractère de cette équipe de l'Olympiakos entre 2 adversaires qui se connaissent tellement bien, entre 2 adversaires qui se sont brisés le cœur mutuellement tellement de fois. On se souvient de la remontada au Final Four sous l'épopée Printezis Panoulis. On se souvient quand Liul met le game winner en toute fin de match en finale pour battre l'Olympiakos et terrasser Fall et compagnie. Donc il y a un tel historique entre ces 2 équipes. Pas d'attaque personnelle, hein, donc. Non mais c'est Mustapha Fall, mais c'est pas moi. Je ne savais pas que tu étais fan de l'Olympiakos, mon chéri. Mais donc tout ça pour vous dire que c'est quand même une série qui a été exceptionnelle parce que elle était indécise et ça c'est ce qu'on aime, c'est les match-ups de coach. Et Barzokat a trouvé les solutions, a relancé les joueurs appropriés. Le retour, bien entendu, de Thomas Walkup a fait énormément de bien. Ça a stabilisé le jeu offensif. Ça a donné un peu de répondant et surtout beaucoup plus de confiance. Mais, waouh. Série 3-1, certes, mais elle aurait pu aller en match 5 et on a eu que des séries magnifiques. Ça va être intéressant de voir l'Olympiakos tête de série, hein. On sait un numéro 1 de l'Euroleague. Comme l'a dit Vezenkov,
incroyable tout au long de l'année. Hein, il a continué. Il n'a pas été le plus étincelant dans ce dernier match, mais il a su mettre les tirs qu'il fallait. Les gros tirs, ouais. C'est pour ça que j'avais parlé d'Evan Fournier, parce que très important de revenir. On sait très bien quand t'es pas là dans un match, casser la dynamique, un peu ça casse la dynamique, tu rates le game 3 où le Real gagne, tu reviens pour le game 4 et c'est un match que tu ne peux pas perdre. Parce que si tu perds le game 4, même si tu retournes en Grèce pour le game 5, c'est plus la même dynamique, c'est plus la même équipe. Et là, tu mets 23 points, tu mets des gros tirs, c'est un chapeau, sachant que moi je récapitule aussi. Quand il est arrivé à Olympiakos, il était en manque de confiance. Il cherchait cette sensation-là, justement, d'apporter à une équipe qui va apporter revanchard, exactement. Et là, c'est exactement ce genre de match-là qui va lui faire du bien, qui va le remettre, plus qu'il est déjà, en confiance. Et où je me dis aussi que son départ de la NBA pour venir là se remonte aussi dans un match pareil, où, clairement, il a totalement apporté à son équipe pour arriver au Final Four. Le Final Four, justement, Olympiakos qui a gagné, on l'a dit, hein, où ils vont affronter Monaco. Monaco. Pourquoi je parle de Monaco? Je pense que on va beaucoup en parler parce que... Non mais tu sais qu'à chaque fois qu'on le fait, il le fait systématiquement. Quel Zucker. Ouais, mais t'as vu ça. Ah, attention. Bien sûr. Le danger était dangereux. Bien sûr. À l'époque, quand on avait parlé de l'Euroleague pour la dernière fois, il y avait 2-0 pour Monaco. On s'est posé la question, c'est est-ce que le Barça peut revenir? On s'est tous dit, ils vont en gagner en -1. Ils ont gagné 2. Et le Game 5, c'est un Game 7 comme en NBA, c'est les matchs qu'on aime. Parce que ce match, jusqu'à la dernière seconde, on s'est dit, attention. Même quand Mac James met le panier, derrière aussi, Barça a la possibilité de repasser devant. Ça se passe pas comme prévu pour le Barça, tant mieux pour nous. Une gestion très tatoumesque. On en parlait juste avant. Je suis curieux d'avoir l'avis. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Non, parce qu'il ne t'aime pas. Mais donc. Mais pardon, ça va devenir personnel maintenant. Il y a que de l'amour. On torpille à balles réelles ici. En fait, le truc, c'est moi la question. On en parlait rapidement juste avant. C'est cette dernière possession. De Punter, enfin avec le shoot de Punter, j'ai du mal à la comprendre parce que pour remettre pour ceux qui n'ont pas vu le match, donc Mike James, tu me coupes Mike James donne l'avantage avec un gros layup si je me trompe pas, gros layup des accès derrière il y a repossession pour Monaco qu'à l'occasion de tuer. Exactement. Et il y a là je ne sais plus qui tire mais loupe son panier et là il y a un rebond. Il reste une situation de jeu ouvert, transition de 5 6 il reste 7 secondes. Voilà, un truc comme ça. Et là Barcelone a de quoi mais ils se foirent complètement. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la pénalité, ils ont l'agressivité, ils ont la dynamique des dernières minutes où ils ont scoré quasiment de manière systématique. Le stress était énorme. Hein. Quand tu vois Punter avec la balle dans les mains, en plus c'est un salopard. J'ai joué contre Punter durant quelques années quand j'étais en Grèce, à ses débuts professionnels notamment. Il jouait à Lavrio, donc dans la banlieue sud d'Athènes, et il a monté progressivement. Il est parti à l'AEK. Il gagne la BCL, la Basketball Champions League avec l'AEK, découvre l'Euroleague et s'est affirmé et a confirmé tout son talent sur la plus grande des scènes. Et c'est un tueur à gages. C'est-à-dire que c'est en BCL, il met les gros tirs pour gagner la finale en 2018. En Euroleague, il a été clutch et énorme, que ce soit aux Partisans, que ce soit à Barcelone cette saison. C'est un joueur connu pour mettre les gros tirs. Et donc, comment t'expliques que là, on a l'impression qu'il se débarrasse de la balle? Enfin, je sais pas, c'est comme ça pour que moi, je le vois. Je sais pas comment vous l'avez vu, vous. Je vais te donner vous me dites si vous êtes d'accord, les garçons. Hein. Pour moi, c'était un tir d'ego. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes d'accord? Pour moi, c'est je dois être celui qui prend le tir, donc je vais balancer, peu importe. Il avait le temps de prendre un tir beaucoup plus propre. Je pense qu'il a eu un craquage psychologique. C'est un vrai craquage. Ah, carrément. Ah oui. Ah non, mais je le dis ouvertement parce que et je le dis avec bienveillance dans le sens où c'est un joueur contre qui j'ai joué, un joueur que je connais personnellement, un joueur avec lequel j'ai interagi de nombreuses fois, un joueur que j'ai vu évoluer dans sa carrière professionnelle ces dernières années et que j'ai vu performer en plus haut niveau. Punter, c'était une grosse recrue pour le Barça. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand on voit Punter arriver au Barça, on fait ouh, grosse recrue. Et donc,
quand au final on voit que c'est lui qui a le dernier ballon et qui balbutie son basket de la même manière que Tatum a balbutié sur la dernière possession du match 2, c'est un craquage psychologique. Parce que tu vois qu'il n'y a pas une identification de l'espace, il va s'enfermer sur le côté gauche au lieu de prendre l'intervalle milieu. Et là, il a toute la qualité, toute la panoplie technique pour faire in and out cross, step back, prendre un 3 points en première intention, provoquer une faute. Il a tellement de choses que c'est pour ça que je vous dis que s'il a craqué, c'est que il a même pas utilisé une option solide. Il a pris la pire. Le tir désaxé, lointain, plus loin que nécessaire, contesté, à gauche, collé à la ligne de touche. Je veux dire, c'était vraiment incompréhensible. Et moi, quand j'ai vu le prendre le tir, j'ai le cœur qui se serre, mais je me dis quand même, ça devrait pas aller. Tu vois, c'est pas non, mais il y a rien. C'est surtout que, quand tu regardes l'action, tu vois William Gomez qui coupe de la raquette avec Mike James sur lui. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu lui donnes la balle, il est dos au panier, il a de quoi mettre les deux mais il y a plein d'options. Mais voilà. Et c'est un peu ça le problème, parce qu'en fait, tu le vois en plus dans les réactions, quand le tir est pris. Tout le monde est en... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tir d'ego. Voilà. Tir de, je suis punter, je dois prendre le tir. Mais même, il aurait fait, mec, pénètre. Il y a un point. Pénètre, ils vont faire une... S'ils font pas la faute, s'ils font pas la faute, tu vas au lay-up. S'ils font la faute, tu vas sur la. L'idée ne dérange pas que ce soit lui qui prenne le tir. J'ai presque envie de te dire, c'est lui qui doit prendre le tir. Parce que t'as pas forcément le temps de jouer un jeu posté et en plus, tu peux faire une prise à 2 qui fait une perte de balle ou un truc. Donc tu veux le créateur. Mais en fait, tu vois, ça, c'est un truc qui m'énerve. Les mecs, ils veulent être beau gosse. En fait, ils veulent un tir de beau gosse où on se dit, waouh, quel tir, etc., etc. Va faire un lay-up dégueulasse, mais qui te fait gagner. Mike James, il prend ses responsabilités. Il dit, pas de step back. Oui. Pas de je sais pas quoi. Je vais m'infiltrer. Je vais me donner un tir à probabilité plus élevée. Au pire, on a un rebond offensif. Et en plus, j'ai laissé du temps pour faire faute si je le rate. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est un problème de la NBAisation de notre sport. C'est que tout le monde veut le dernier shoot de Joe Jordan sur Byron Russell. Tout le monde veut ce petit shoot de beau gosse ou je sais pas quoi. Des fois, ça va être moche. Même LeBron. Des fois, bombarde. Il y a personne qui peut t'arrêter et tu mets un lay-up dégueulasse, mais au moins tu gagnes le match. Je comprends pas pourquoi les mecs, il faut toujours prendre un tir très compliqué, un tir décalé, un tir en fade away, derrière le dos, derrière la tête, des trucs. Les Flexta, au-delà de ça, et je te rejoins, mais complètement, mais au-delà de ça, on n'est même pas dans cette configuration-là. Mais oui. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de parler d'un shoot dégueulasse. C'est pas il essaye d'être mignon, il se précipite et il balance alors qu'il y a encore 2 secondes et demie sur l'horloge. C'est-à-dire qu'il prend un tir très lointain alors qu'il est en capacité de faire tellement mieux. Tu sais qu'il y a des gens devant une très très belle femme, ils perdent leurs moyens et ils envoient. Ah, tu veux dire qu'ils balbutient. Exactement. Le game tombe. Mais je vais vous dire un truc, il a pas du temps de parler de basket. Non mais toi, mais en fait, tu sais, c'est des fois c'est des trucs que je vais pas dire des éjaculations précoces. Et voilà. Mais tu vois le mec trop excité parce qu'il a l'habitude de prendre ces tirs là. Non mais cette série avait et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais cette série avait quand même une psychologie très particulière parce que il y avait le 2-0 de Monaco. Et puis il y a la réaction derrière. Rappelle-moi le nom du Barcelonais, le ricain là, qui dit on est des lions. Eux, c'est cette équipe de Monaco très forte, mais ces joueurs sont des hyènes. Nous, on est des lions. C'est pas pour leur manquer de respect, mais nous, on est des lions et on va se comporter en lion. On va revenir dans cette série, on va la prendre. Le ricain là, Tismé, très clair. Le light skin. The light skin. C'est pas Anderson. C'est pas Jabari Parker. Non, c'est pas Parker. C'est. J'ai oublié. C'est pas Justin Anderson? C'est pas lui? Non, Alex Abrines. Non, c'est pas lui. Oui, t'as dit quoi? Alex Abrines? Mais non, c'est pas un espagnol, je t'ai dit un ricain, Tismé. Je sais pas. Son nom me... Là, j'ai un paix de cerveau, là. Je ne sais pas. Ne regardez pas, non, mais ça m'énerve. Tu le trouves rapidement, s'il te plaît, ou pas? Barcelonais, t'as dit? Barcelonais, oui. Le ricain, le Tismé. Pourquoi j'ai le trou d'air? Kevin Porter, Justin Anderson, c'est lui. Hein, c'est forcément lui. Ça peut être que Anderson. Jouer un Light King, ça peut être Justin Anderson. Oui, c'est Anderson qui intervient dans la presse et qui dit voilà, nous on est face à des hyènes, mais on est des lions. Et donc dans cette psychologie par rapport à cette équipe en plus de Barcelone qui arrive à en prendre 2 d'affilée, qui revient et qui est en position de potentiellement prendre le match. Oui, et il faut comprendre aussi que Monaco
avec beaucoup de stabilité émotionnelle. Et il faut parler de l'homme du match. Qui d'autre que Giorgos Papagiannis? Ela Giorgaramu, bravo repetimu, Giorgara Papagiannis, Aloena, Elines. Papagiannis, Papagiannis. Tu ne me feras pas dire des choses que je ne on veux va pas arrêter contrôler. l'Euroleague, parce que je pense qu'on va perdre Angelo, un de ces quatre. Eh les gars, on est là, la patrie est présente. Et vous pouvez dire merci à Mais Giorgos. attends, t'as dit quoi, un truc, tu nous insultais ou? Mais non, je sais pas. là j'étais en train de Non, je sais faire pas. l'éloge de Giorgos. Non, mais comme tu parlais dans une langue étrangère, on savait pas. Bon, Vous les Grecs, imaginez vous- vraiment... Les Grecs, s'il vous plaît, traduisez dans les Il était commentaires. sur une parce que- il était sur une célébration d'un grec. J'étais sur l'apologie du Papagiannis. Oui. Franchement, parle de son game un petit peu parce que non, n'oublions pas qu'il était hors rotation. Hein. Mais c'est ça. Et on en parlait, je pense qu'on en parlait quand on parlait de Monaco il y a quelques semaines. On se disait que, justement, avec l'effectif qu'a Monaco, avec les joueurs, des fois, qui ne jouent pas forcément, mais quand ils vont jouer, ils vont apporter. C'est un peu ce qui s'est passé là, dans le game 5, parce qu'on sait que dans un game 7 ou un game 5, c'est jamais les joueurs dont on s'attend le plus, généralement, qui sauvent le match. C'est toujours ce joueur-là où, peut-être qu'il n'a pas été très bon dans la série ou quoi que ce soit, et d'un coup, ça change tout. 17 points dans un game 7, dans un game 5, pardon. Ça, c'est magnifique, ça. C'est celui qui a apporté après Mac James en termes de 4 déjà 3 offensif. points, hein, pivot. Ouais, bah oui. 4 sur 5 au tir, 3 sur 3 à 3 points. Voilà, c'est ce qu'on demande 21 d'évaluation. Mais il a la meilleure évaluation. Et puis le verrouillage défensif, il a amené énormément de sérénité parce que Hernan Gomez était en train de faire des enfants à tout le monde dans la raquette. Non mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait ça en 19 minutes. Oui, bien sûr. C'est qu'il joue même pas la moitié du match. Mais ça, c'est Euroleague, hein. Mais justement, et c'est ça qui est important, et ça qui est intéressant aussi, c'est apporter autant, aussi rapidement, et aussi propre, en fait, parce qu'il rate un seul tir dans le match. Sans être en rythme. Exactement. Pas en rythme, tu rates un seul tir dans le match, grosse présence défensive, tu gagnes d'un point. Et c'est là où on se dit que tout ça, c'est très, très, très important, ça se joue au détail. On l'a vu encore. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que l'Olympiakos est en grand danger. Voilà, justement. Preview du match, justement. Ouais, parce que là, on peut dire qu'ils sont en très grand danger. Donc, pour le Final Four, c'est Olympiakos Monaco. Peut-être rappeler pour ceux qui ne c'est sauraient un pas. match direct. Ouais. Hein. C'est Olympiakos, Monaco et Pana contre Fener. Exactement. Ouais. Et au niveau de l'histoire, c'est incroyable parce que on a une opposition, on a une opposition gréco-turque qui est faramineuse. On a une opposition entre le deuxième et le troisième qui est très équilibrée sur papier. On a une opposition entre Monaco et l'Olympiakos où on se souvient qui a sorti Monaco du Final Four l'année dernière et comment. C'est que l'Olympiakos était dominé en première mi-temps. Monaco tenait le match. Monaco menait de 12 points. Monaco se voyait en finale. Et l'Olympiakos fait son comeback. Écroulement en deuxième mi-temps. J'ai envie de dire réveil peut-être en deuxième mi-temps du géant grec. Et Monaco qui finit le cœur brisé. Mais là, j'aime pas les histoires où les match-ups se répètent. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé par exemple entre le Real Madrid et l'Olympiakos historiquement, ils se rendent coup pour coup. C'est jamais genre 2 fois d'affilée le même qui est en train de faire la misère à l'autre. Ou très rarement. Et quand tu vois les match-up, c'est pas une équipe qui correspond à l'Olympiakos. Parce que défensivement, tu vas devoir faire des efforts de salopard pour arrêter Okobo et James. Tu vas devoir faire des efforts de salopard pour défendre sur un Papagiannis qui peut étendre la raquette. Parce que Mustapha Fall, il va devoir être très très loin. Et si Mustapha Fall, défensivement, se retrouve hors raquette... Les espaces que ça laisse. Alpha Diallo. Sweet, Alpha Diallo. Alpha Diallo. Donc... Mais il le chante avec l'accent grec un peu. Je trouve ça intéressant. Non mais, et tu te dis, et tu te dis maintenant quand même que au niveau du match-up, il y a un truc qui est compliqué pour l'Olympiakos qui se présente. Puis il y a Daniel Theis. Non mais Daniel Theis pour moi, de toute manière, c'est très compliqué pour n'importe qui. C'est un cheat, enfin tu vois, c'est. Mais dans le match-up, t'as du répondant en face. Bien sûr, mais quand t'ajoutes Daniel Theis à ça. Ouais, mais Daniel Theis, moi tu me dis Daniel Theis, Mustapha Fall, ok. J'ai presque envie de donner l'avantage à Mustapha Fall parce qu'il peut, il peut mettre Theis en problème de faute et autres. Par contre, Papagiannis Fall, j'aime pas ce match-up pour l'Olympiakos du tout. Mais... Je ne l'aime pas.
Mais comme c'est Monaco, de toute manière, mon cœur balance. Alors, j'ai envie d'une finale grecque, mais si Monaco va en finale, mon cœur rit aussi. Donc, Petite question juste avant qu'on passe au Game 5 du Pana. Ouais. Comment tu vois ce match-là on rappelle encore une fois, hein, là, c'est pas 5 matchs, c'est un match direct. Donc, ça change tout. Comment tu vois ce match-up-là entre Olympiakos et Monaco et quelle sera la clé pour les deux équipes pour l'emporter et aller en finale du Final Four? Alors pour moi, ça va être un effort défensif dantesque de la part des Grecs pour contenir un Mike James fidèle à lui-même, tout simplement. Et Okobo en bon lieutenant, et là vraiment, tu parles de Iron Man, Captain America, quoi. Je veux dire, c'est très très puissant des deux côtés. Mike James reste le alpha. Mais Okobo est capable de mettre les gros tirs, Okobo est capable de débloquer les situations, et je tiens à donner un énorme crédit, s'il vous plaît, à Matthew Strazel. Oui. Matthew Strazel s'est imposé comme un vrai patron. Salut. Il a joué comme un patron et il est responsabilisé par Spanoulis comme un patron. Parce que n'oublions pas que Monaco joue sans Nick Calates, un autre compatriote, mais il joue sans... Mais il joue sans Nick Calates, qui est une hérésie qu'il n'ait pas été élu dans le top 25 de l'histoire de l'Euroleague. Ça, on en parlera. Hein, mais et puis Mike James est de mon avis aussi. D'accord. Mais on part quand même sur une équipe qui avait tellement d'outils à la main et sur les lignes arrière. Et Matthew Strazel, il a géré. Il avait la balle. Il était sur le terrain dans les moments les plus clutch. Et Spanoulis lui fait entièrement confiance. Et si t'as un mec comme Vassilis Spanoulis qui te donne les clés de la baraque, c'est pas gratuit. Ouais. C'est pas genre, oh, je t'aime bien. Lui, c'est un gagneur. Donc, Matthew, salute, félicitations à toi. Ça, c'est la clé pour l'Olympiakos. En répondant, maintenant, les clés pour Monaco. L'Olympiakos, c'est une académie de basket. C'est un jeu collectif léché où Monaco va devoir maintenant s'assurer de ne pas avoir de trous d'air mentaux au niveau des rotations et au niveau du plan de jeu. Parce que si tu as un moindre trou d'air, tu te prends un 10-0 dans la tronche, mais avec une vitesse, t'as même pas le temps de faire... Qu'est-ce qui vient de m'arriver là? Parce que t'as Vezenkov qui joue sans dribble, t'as Evan Fournier qui met des tirs énormes, t'as, je pense, un Kostas Papanicolaou en mission. Et Goss, comment il s'appelle, et c'est en deux noms, son Williams Goss, qui a une vraie expérience. Donc c'est un match-up qui correspond pas trop à l'Olympiakos techniquement, mais l'Olympiakos a du répondant et reste la meilleure équipe de la saison régulière. Donc c'est littéralement bon, pour toi, c'est vrai. Toutefois, c'est vraiment un coin flip. C'est coin flip. Ça va être Surtout sur un match. Surtout sur un match, mais par rapport à cette opposition, c'est deux styles différents. Alors que Fenerbahçe, Panathinaikos, là, c'est feu contre feu. Mais c'est coin flip aussi. C'est coin flip, mais c'est coin flip où vraiment, tu te dis, c'est les mêmes teams. Oui. C'est les mêmes teams, donc c'est qui va être le meilleur joueur. Alors que l'Olympiakos et le Monaco jouent différemment. L'Olympiakos, c'est que du jeu collectif. Même si Evan Fournier reste sur des situations où en fin de possession, il est l'homme qui débloque. Mais Monaco est beaucoup basé sur la création d'Okobo et de Mike James en isolation. Donc, il y a quand même il y a une grosse partie du jeu créé par Monaco qui est axée sur ces mecs-là. Alors que l'Olympiakos, tu peux pas dire ça. L'Olympiakos, c'est la cohésion, le lien, c'est du jeu, tu donnes, tu coupes dans le dos, t'enchaînes les mains à main, fin de main en main, tu renverses le jeu, intervalle, kick, extra passe, si c'est pas shoot, un prise intervalle, donné dans la raquette, t'as tout. C'est le basket total. Et c'est vraiment ça. Hein. Si vous aimez l'Euroleague, vous savez que l'Olympiakos, c'est du basket total. Le Pana, c'est du basket très monégasque. Parce que c'est Chris Dunn. Parce que c'est Kendrick Nunn. Ouais. C'est Kendrick Nunn. Et voilà. Justement. Game 5, Panathinaikos Istanbul. Oh là là là. On avait déjà, grosse ambiance. Incroyable. Mais c'est la série, on parle d'une série complètement folle. Voilà. C'était la série folle. On a un Game 7 où, avec un Cedi Osman. Un Game 5, pardon. Mais c'est la même chose. Excusez-moi. C'est la même chose. Cedi Osman, taille patron. Ouais. Le gros shoot de Jaren Grant
pour clôturer le match. On a vu plusieurs fois Panathinaikos prendre le devant. On prend la fin du 3e quart-temps. Le gros 3 points aussi, qui coûte un peu cher aussi à Istanbul quand on voit la physionomie du match. Rebond offensif, etc. Gros shoot de Mitoglou. Non, mais surtout, Osman, record en carrière. Il a jamais été aussi performant. Il a reçu une ovation du public grec digne de ce nom. Mérité. Et Mérité. tu sais, comme t'as dit, pour les Knicks, que Bridges a gagné sa place. il a été tamponné, ça a été un Knick. Là, je peux vous dire, hein, c'est dit Osman. Ouais. Ah, il est dans le cœur des supporters du PAO. Ouh, le bonhomme. Le match. Ils vont sacrifier 5 vaches pour lui. Ça va brûler des fumigènes dans tous les Mais sens. on le dit, hein, pour revenir à son match, 28 points, 4 sur 7 à 3 points, 8 sur 8 au lancer, 32 d'évaluation. Ouais. Au meilleur moment de la saison. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Qui est-ce qui se déchire? Vas-y. Tell him. Un Kendrick Nunn qui... That's your MVP! That's your GOAT! That's your goal. Draymond, Non, mais non! On en avait déjà parlé dans les 2 premiers matchs de cette confrontation-là. On disait que Kendrick Nunn était un peu en dessous. Dans cette série-là, il n'a pas été fabuleux. Et vraiment, il n'a pas été fabuleux. Bah, il n'a pas été... Ok. Alors, on fait une parenthèse. Kendrick Nunn est resté fort. Il était à 15 points de moyenne. Il a fait 4 passes de 16 en moyenne. Mais son pourcentage au tir est dégueulasse. Et il a bouffé la feuille. 2 sur 11 à 3 points dans Game 5. Il bouffe la feuille. 2 sur 2 11. sur 2 sur 11. Et D'accord. surtout, le Pana mène de 23 points à un moment donné en première mi-temps. Il sort. C'est C'est des stats un peu qui rappellent un peu un John Starks en 94, hein, un Game 7 où il rate Non, mais tout à arrête 3 là. points. Regarde la casquette de... regarde. Non, mais non. On va- Mills, Pardon. Mais- On va te taper. Je vais vous dire qu'il y a... Ah, Non, on va te mais- faire. je vois très bien ce que t'es en train de faire. Je tomberai pas là-dedans. Si tu crois que tu vas me lancer un hameçon aussi, avec un appât aussi sale, je n'ai pas envie de le mordre, tu vois. Le ver de terre n'est pas appétissant. Non, c'est ça. Excusez-moi, vraiment, c'est pas encore passé. Donc, on disait justement, Kendrick Nunn, absent, pas absent, mais maladroit. C'est Osman, taille patron, au meilleur moment, hein, parce qu'on se le dit, là, ça va jouer le Fener. Fenerbahçe qui a fini sa série assez rapidement. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses de on a dit ce match-up-là, turco-grec? Pour toi, c'est qui l'homme du match pour les Grecs? Pour le Pana? Pour C'est moi. pas Sedi Osman. Hein. Pour moi, C'est pas lui. Mitoglou? No. tu penses à qui, toi? Au seul mec qui est l'homme du match? Oh, dis-le nous, comme ça. Oh, dis-le nous, on gagne du temps. C'est ça. On va tous gagner du temps. Kendrick Nunn bouffe la feuille. Mm. Kostas Lukas a été plutôt bon, mais les deux se sont retrouvés sur le banc sur des périodes assez prolongées. Qui est-ce qui a mené le jeu? Jerry Grant. Oui. Ah bah oui, c'est vrai. Jerry Grant. Bah, Et il a été énorme. Mais c'est Attends, celui qui- Flexstar. Il Oui, non, c'est mais ça. oui, Parce que, à un moment Depuis donné- tout à l'heure, 1010, c'est Anderson. Tu dis non. Il a dit j'ai un grain. Non, il vient de le dire maintenant. Non, juste avant, il l'avait dit aussi. T'avais dit Grant déjà? J'avais parlé de Grant et son tir avant, mais là. Oui, tout de non, suite, non, mais oui, non, là, il a d'accord. parlé de lui, Je mais vais je pas- l'ai je vais mis pas- l'homme du je vais match, pas ouais. rementionner. Je vais pas rementionner. Je suis d'accord avec toi, Angel. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu regardes la dynamique où Ataman est obligé de sortir Nunn, Sloukas et Carbo, il donne énormément. Il est cuit. Donc, t'es obligé de le sortir à un moment donné. Et c'est Jerian Grant qui monte la balle, qui crée sur pick and roll, qui provoque les fautes, C'est qui perd pas de ballon, et qui distribue les bons ballons à Hernan Gomez, à Osman et consorts, et qui tient la baraque au moment où t'es supposé avoir les deux tauliers qui s'en occupent. Et la raison pour laquelle c'est l'homme du match, c'est que il fait son match, il met ses 14 points, mais sur qui il défend tout le match? Sur Shane Larkin. Ouais. Et même si Shane Larkin, il est immense, et d'ailleurs, Shane, je salute. Respect immense parce que Shane ramène à bout de bras cette équipe systématiquement. C'est-à-dire que quand le Pana domine, eh ben Larkin met les gros tirs. C'est comme ça que KFS est venu chercher un match 5. un match 5, mais qui gagne le match 2. Ouais. C'est comme ça qu'il se donne une chance dans le match 5. Bref, il a été immense. Mais qui est-ce qui fait les stops défensifs en fin de match? Qui est-ce qui use sur la durée du match? C'est Jerian Grant. Donc le mec, il s'occupe de la gestion du game et en plus, il défend sur le meilleur joueur Et il adverse. met le tir décisif. Ça, c'est important. Et il met aussi le tir important. Tout ça Voilà. en jouant quasiment 38 minutes. Et on le sait, dans ce genre de match-là,
tu dois tenir. Et physiquement, il a tenu. Mentalement, il a tenu. Offensivement et défensivement, il a fait le taf. On peut que être d'accord avec ce que tu viens de dire. Temps mort. Oh. Temps mort. Oh. Temps mort. Tu peux appuyer. Back to back. Let's go. Je te jure. Back to back. Donc, les amis, je tiens simplement à utiliser mon temps mort pour rendre hommage au public du Panathinaikos. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Oui, l'ambiance, elle était dingue. Oui, Oaka était incroyable. Moi, je tiens à leur dire chapeau. Parce que quand ils perdent le match 2 à la maison, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? 8000 fans sont venus à l'entraînement le lendemain pour encourager, donner du love à l'équipe avant qu'ils partent à Istanbul. Les gars, il y avait presque 10 000 supporters dans la salle pour venir assister à l'entraînement, pour chanter durant 1h30, pour galvaniser les mecs avant de partir. Donc, voilà, j'utilise mon temps mort pour simplement dire, quand vous avez ce genre de spectateurs, quand vous avez ce genre de fanatisme, où on peut parler de la folie des Turcs, des Grecs et autres, mais là, on est parti dans un autre délire. On est parti dans un délire où les gens ne se sont pas crispés et se sont justement soudés en disant « Ok, vous avez raté le coche sur le match 2, mais on est là avec vous. » Bravo. Petite question, ils travaillent pas ces gens-là? Écoute, Moi, je sais pas. Le mec, il est chez. Il a posé un arrêt. Il a posé un arrêt, il le voit un truc, il dit, mais. Jean-Michel en grec, je sais pas, un truc, mais qu'est-ce qu'il fait, Jean-Mi? Nous, on t'attend boulot. Michel en grec, c'est Michalis. Bon, Michel, qu'est-ce que tu fais? Désolé, donc, c'était important parce que on n'en avait pas parlé, mais c'était incroyable. Je suis d'accord. Demi-finale. On rappelle des mecs à la Fenerbahçe, Panathinaikos. Comment tu vois ce match? Est-ce qu'on aura peut-être une finale 100% grecque? Est-ce que le premier contre le deuxième, ou justement Monaco va affronter une de ces deux équipes? Alors, si tu veux dire un truc, je te donne le truc, je te donne la scène, mais pour moi, en fait, on va pas faire les spécialistes de pacotille qui vont dire un final fort. Il y a tellement d'improbabilités, il y a tellement de scénarios incroyables. On a parlé du match-up Olympiakos-Monaco, c'est celui qui est le plus facile à préparer. C'est-à-dire que tu peux vraiment dire, ouais, t'as deux identités très différentes. T'as d'un côté le jeu collectif académique, du basket, de l'Olympiakos, avec le danger qui provient de partout. On s'appuie pas sur un mec, tu vois. L'Euroleague. Monaco, où c'est l'Euroleague parce que t'as la touche Spanoulis, mais c'est Theis, c'est Okobo, c'est James, c'est des mecs, c'est Diallo, c'est voilà. Ne serait-ce que physiquement les mecs. Donc c'est là où tu dis c'est une autre culture parce que tu peux te permettre de pas faire jouer Yorgos Papagiannis pendant 3 matchs et de le faire sortir de sa boîte et le mec il te met 17 points dans le match 5. C'est Monaco. Par contre sur Fener-Pana, c'est tellement compliqué parce que tu vas dire qui a la meilleure dynamique? Bah les deux. Alors j'ai envie de te dire les deux. Sauf que monsieur, vous êtes le tsar et vous êtes Poséidon, donc il faut se mouiller. Moi je me mouille sur une chose. Est-ce que le retour de Mathias Le Sort pour le Final Four va pas... Tu grappes toi? Non. Hey yo. mais est-ce que le retour de Mathias Le Sort ne pourrait pas galvaniser émotionnellement cette équipe? On en avait parlé en off en plus à son... Même s'il joue 10 minutes, rien que le fait qu'il soit là... Même l'énergie qu'il va apporter. Exactement. On rappelle, avant la blessure de Mathias Le Sort, il faisait une très très grosse saison. Saison d'MVP. Oui, voilà, saison d'MVP, c'était la continuité des JO. C'était top 5 de la saison régulière et 2 ou 2e au trophée de MVP potentiellement. Donc, pour information, ça a été dit que Mathias Le Sort est censé être de retour pour le Final Four. En tout cas, il est apte. C'est-à-dire que quand tu vois les exercices qu'il fait, les workouts, il y a pas de problème de mobilité, il change de direction avec aisance, il saute, il joue quoi. Moi je trouve que ça va être intéressant aussi parce que dans le dernier match du Pana, on a vu un Sidi Osman avec un match pareil qui va entamer le Final Four avec une pleine confiance. Un Jean Grant qui a, comme on l'a dit, un joueur du match, dans le fait qu'il a été archi complet dans ce match, aussi qui va arriver en demi-finale où il est en pleine confiance. 38 minutes dans Game 5, donne les clés
dans le Money Time du match le plus important de la saison. Le Fener a eu une opposition un peu plus simple, on va dire ça comme ça, sans manquer de respect à Paris, bien évidemment. Mais c'est une équipe qui a fini deuxième. C'est une équipe c'est une équipe qui gagne en 3 manches sèches. Voilà. C'est une équipe qui a géré la saison. De toute façon, c'est 2 équipes qui ont l'habitude des finales forts. On va pas se mentir, hein. C'est 2 des équipes qui ont le plus joué de finales forts. Ça va être un match serré. Ça va être dur de définir un gagnant. Écoute, Factory Skedrington. Parce qu'au final, il n'a pas été exceptionnel. Et dans le profil de jeu des équipes turques, elles sont assez similaires quand même. Hein. Ouais. C'est-à-dire que dans la qualité du jeu proposé, au niveau de la qualité des techniciens, tu parles de Banchi, tu parles de Jasikevičius, bonnet blanc, blanc bonnet, même si Jasikevičius c'est peut-être une petite classe au-dessus encore. Au niveau de la stabilité sur la saison, mais cette équipe de Fenerbahçe a tout de même montré parfois certaines sautes de niveau. C'est-à-dire que tu peux en attester par rapport au match vis-à-vis de Paris, par exemple. Oui. Tu vois, où il y a eu pas mal de fois, cette équipe s'est fait accrocher. Mauvais début mauvaise entame, ça commence souvent mal le match. Et je me dis, un Kedrington peut en cacher un autre. Ça veut dire que on est en train d'imaginer qu'il a envie de faire un back-to-back historique et qu'il est tout à fait capable, sachant que Osman est sur une super dynamique, sachant que l'équipe est sur un nuage, que Mathias Le Sort revient. Et ce sont 2 équipes très équilibrées, mais je pense que Kedrington est en capacité de faire le game qui les propulse en finale. Alors, moi j'ai une take. Je sais pas, moi pour le coup je vais faire le spécialiste de pacotille parce que non mais vraiment là pour le coup c'est un truc. Là je parle juste de trucs de momentum et de perception de là où je suis. Monaco va parmi les 4 équipes du Final Four. Pour moi bizarrement j'ai l'impression que c'est Fenerbahçe qui est dans la meilleure position. Explique-moi. J'ai l'impression qu'en termes de pression et de trucs, peut-être ça se joue à pas grand chose, mais c'est peut-être eux qui sont peut-être plus l'équipe en embuscade. Panathinaikos sont champions en titre. Okay. Panathinaikos sont champions en titre. Kedrington est MVP. Potentiellement, ils ont tout à perdre. Ouais. De l'autre côté, Olympiakos. Premier de la saison régulière. Premier de la saison régulière. Il y a aussi ce truc d'arriver, d'avoir une finale 100%. Sachant qu'historiquement, le premier ne gagne pas l'Euroleague. Hein. Exact. Une finale 100% réelle. Le premier gagne pas. Il joue contre une équipe qui est peut-être le pire match-up, contre eux. Peut-être Monaco peut gagner l'Euroleague, les amis. Hein. Voilà. Sachez-le. Hein. Ils peuvent être très légitimement. Hein. Je dis pas le contraire. Je dis juste que Monaco, ils arrivent là. C'est deuxième ou troisième participation au Final? Deuxième participation au Final Four. 2023, 2025. Tu me fais douter. Ils ont pas fait back-to-back au Final Four, Monaco? Je crois que c'est 2023, 2025. Et il me semble. Mais peut-être que, mais en tout cas, je veux dire, c'est que Monaco, c'est une équipe qui est beaucoup plus jeune que toutes ces, c'est leur deuxième Final Four, Monaco. Voilà, c'est leur deuxième Final Four. Avec un Spanoulis, c'est pas non plus que, c'est pas des perdreaux de l'année, mais voilà. Et j'ai l'impression que, mais c'est leur deuxième Final Four. On voit, c'est comme déjà une célébration de revenir au Final Four. Tu peux peut-être avoir aussi la pression. Enfin, en tout cas, t'as moins d'expérience en tant qu'équipe que les 4 autres. Fenerbahçe, ils sont en embuscade depuis j'ai l'impression que toute leur saison, ça a été l'embuscade. Ils ont perdu le championnat. Non, mais tu trouves pas qu'ils étaient à égalité avec l'Olympiakos longtemps? Oui, mais ils étaient, au début. Tu veux dire que c'est pas l'équipe? En tout cas, pour moi, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui gagne, qui a vraiment fait une deuxième partie, j'ai l'impression, de Euroleague plus impressionnante que la première, parce qu'ils étaient milieu de tableau. Ils étaient milieu de classement au début, au moment où Paris gagne, gagnait. Où Paris fait sa série de 10 victoires d'affilée. Ils viennent à Paris, ils sont derrière. Ouais. Bon, Paris était premier. Bref, tout ça, ce que je veux dire, c'est que eux, ils arrivent, les autres ont des enjeux, c'est peut-être, j'ai l'impression que c'est l'équipe qui a peut-être le plus en embuscade, qui a peut-être moins à perdre, quand tu fais le moins à perdre, mais aussi énorme expérience, parce que Fenerbahçe, c'est un énorme club européen. Historique. C'est Jasikevičius, Baldwin, tu vois, c'est-à-dire que t'as quand même c'est une vraie équipe. Je les ai vus, ils commencent mal. Paris, les amis, ils sont toujours là, ils arrivent au final, c'est une grande équipe c'est
c'est une grosse équipe. J'ai l'impression que c'est les 4 meilleures équipes qui sont. C'est les 4 meilleures équipes, mais juste si ça doit jouer, j'ai l'impression que c'est peut-être eux qui ont la. C'est ton ressenti. C'est l'impression que j'ai là de là où je suis. Je sais pas si c'est la vérité. Ça se trouve c'est totalement faux. Dites-moi que je suis une merde en commentaire, je vous en supplie. Je ne les lirai pas. Non mais j'ai l'impression. Okay. Je sais pas si vous êtes ça va d'accord. être intéressant parce qu'on va forcément avoir l'opportunité de se souvenir de ce que tu viens de dire et de me rappeler que j'ai tort. Non, et de te jeter la pierre. Non, je plaisante. Mais non, mais c'est intéressant parce que dans l'absolu, il est vrai que Monaco est une équipe avec des gros moyens financiers qui a aussi des gros joueurs, des gros CV, qui échouent à la 3e place en 2023, sachant qu'ils étaient en position vraiment de se qualifier en finale et qui craquent en deuxième mi-temps. Sur papier, c'est l'équipe capable de battre n'importe qui, n'importe quand, avec les joueurs qu'il faut pour ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là. Mais chaque équipe a une pression différente pour différentes raisons. Bien sûr. Mais dans l'absolu, celle qui a peut-être le moins de pression, tu as peut-être raison. Je sais pas, c'est de là où je suis, j'ai l'impression que c'est... Je l'entends. Mais je pense qu'on a fini notre chapitre Euroleague. Je pense qu'on a terminé là-dessus. Des choses à rajouter? Non, pour le coup, mais je sais que tu attendais ce sujet avec impatience. Je veux dire que DJ Flexstar voulait comment dire, je pense qu'il va demander un temps mort magnifique éventuellement dans cette émission. C'est juste il va peut-être même demander une entracte, une mi-temps. Mais on va bien entendu profiter de cette émission pour prendre le temps qu'on avait envie de prendre pour rendre hommage à Greg Popovich, plonger un petit peu dans... Rappelons les faits. Dans ce parcours. Greg Popovich qui a eu une attaque cardiaque, je crois, il y a un AVC. un AVC, il y a quelques mois de ça, n'était plus le coach des San Antonio Spurs et dernièrement il a pris la décision de raccrocher officiellement. Voilà, il a pris la décision de complètement arrêter. Il n'est officiellement plus le coach des San Antonio Spurs parce qu'il est le jefe. Maintenant le chef le directeur des opérations basket. Donc il a step up, mais c'est un coup de tonnerre dans le basket parce que d'aussi loin qu'on suive le basket, Popovich il a été pas loin et il a été coach. Depuis 96 ans, je me trompe pas. Depuis 80. Justement, l'arrivée de Duncan. Tu vois ce que je veux dire, donc. Non, c'est quasiment 30 ans de bons et loyaux services. Exactement. Avec 5 titres. C'est ça. On voulait prendre ce petit instant pour lui rendre hommage. Je vous le dis tout de suite, moi, je l'aime pas. Bon, tu vas demander ton temps mort ou pas? Allez-y, je vous laisse lui passer la brosse à reluire et si je vois que c'est trop, je vous dirai. Du coup, calmez-vous. Non, c'est pas ça. Alors. Voilà, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il fait partie quand même si tu le détestes, des mecs un peu indéniables dans la NBA en termes de palmarès. Peut-être potentiellement derrière Phil Jackson, c'est le gars un peu indéniable. Et puis non seulement il laisse donc l'héritage de son équipe, de la culture des Spurs, de tout ce que tu veux, et puis il laisse aussi un héritage qui est que Steve Kerr, Budenholzer, Taylor Jenkins, bon là qui s'est fait virer, mais Becky Hammond, tu me rappelais aussi Ime Udoka. C'est-à-dire qu'une grande partie, maintenant, c'est-à-dire que parmi les coachs qu'on comptait, qui ont été champions, tous sont passés à l'école. 1422 victoires. Je voulais le chiffre exact. Je savais que c'était le coach le plus, le plus victorieux, merci, de l'histoire. Mais 1422. Moi, j'ai envie de faire un petit truc. Je te laisse cook, Mills. Je vous ai réservé une petite surprise. Donc, ok. Pourquoi Popovich c'est aussi important? Et même Flex n'est pas au courant. Premièrement, l'histoire des Spurs avant l'arrivée de Popovich en tant que coach. C'est les George Ervin, etc. Il y a les billets, etc. Mais c'est pas grand chose. Il y avait pas de titre, il y avait pas de grand moment. Il arrive, il y a l'arrivée de Duncan, Ginobili, Parker, on sait comment ça se passe. Il y a 5 titres. Il y a quasiment que des saisons à 50 victoires ou plus. Dans la conférence Ouest. Faut le rappeler. Parce que la conférence Ouest, elle est connue pour être redoutable. Et 50 victoires à chaque fois, c'est incroyable. Secondement, on a aussi le jeu apporté aux Spurs. Magnifique. On sait que le summum du jeu, c'était en 2014, la finale contre Miami, où le jeu était même parfait. Magnifique. Ouais. L'hommage aussi, ou l'importance que Popovich aussi a donné aux Européens. Alors que à l'époque, l'Europe n'était pas forcément aussi appréciée qu'aujourd'hui en termes de basket, aussi développé, mais il a toujours eu ce mot-là en disant que en Europe, il y a quand même du beau jeu. Il n'a pas hésité à prendre des joueurs européens
et les mettre dans son effectif alors que beaucoup d'équipes NBA, c'est le deuxième coach, c'est le deuxième coach de l'histoire pour moi qui a vraiment donné les clés à des joueurs venus de l'étranger parce que les puristes diront ouais mais attends, le premier européen vraiment à taffer en NBA c'est Detlef Schrempf, l'allemand. Ouais mais Detlef Schrempf, Drazen Petrovic. Non mais il y a une différence parce que Detlef vient avant de par le fait aussi que lui il fait le cursus américain universitaire. Oui. Et donc il a pas cette même considération parce qu'il fait ses 4 années universitaires aux États-Unis, il taffe, il se fait drafter, il est allemand. Mais c'est pas la formation européenne, c'est la formation américaine. C'est pas un joueur étranger en fait. Voilà, même si ça il est pas de la nationalité, mais c'est pas un joueur sur le plan du basket. Pour eux, c'est eux qui l'ont fait quoi. Tu fais partie de notre truc à nous. T'as Don Nelson qui donne à Sharunas Marciulionis l'opportunité. Ancien coach des Dallas Mavericks, et surtout qui à l'époque était le coach de Run TMC de Golden State avec Tim Hardaway, Mitch Richmond, Chris Mullin. Et t'avais Sharunas Marciulionis en 4e luron. Imagine cette équipe de bâtards. La 13 Sprewell. Non, mais la 13 Sprewell vient après. Qui vient juste après. Qui vient juste après. Mais vraiment sur les Run TMC. Parce que Marciulionis, c'est les années 90, tu vois. Donc c'est pour ça que. Mais la 13 Sprewell, il est là à la fin de Run TMC. Voilà, exactement. Lui, il fait la passerelle. Et donc, donc t'as ça. Mais Popovic, c'est un mec qui est capable non seulement d'avoir Ginobili, Parker, mais aussi de ramener Patty Mills, de ramener Aaron Baines, de ramener Thiago Splitter. Il ramène beaucoup de joueurs étrangers qui ont un réel impact. Non. Parce que quand Boris Dio, je veux dire, tu te dis quand même que c'est les United Colors of San Antonio Spurs au niveau de l'académie de jeu. Et donc, c'est aussi le premier coach, en tout cas, que je me souvienne, qui ait eu un assistant européen. Il ramène Ettore Messina comme assistant. C'est le premier coach avec une femme assistante, Becky Hammon. Donc c'est quand même un mec qui, on en parlait par rapport à Steve Kerr et autres, c'est un mec qui a réussi à se réinventer dans le temps, qui a réussi à ouvrir d'autres portes, qui a réussi. Alors je sais que ça te plaît pas, mais c'est pas grave. Mais je tiens tout de même à mettre ça en avant parce que ça reste factuel, ça reste indéniable. Et puis il avait t'avais personne d'autre qui avait fait ça auparavant. T'avais la moitié de l'effectif, c'était des joueurs venus de partout. Et il avait cette image de mec acariâtre extrêmement borné. Non mais c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que je trouve héritage militaire. Non mais certes, formation militaire. Mais n'empêche que c'est un type qui a laissé un Manu Ginobili qui se serait fait peut-être tordre, reformaté par un autre coach, qui l'a laissé être Manu Ginobili. Il a essayé de tordre. Hein. Oui, il a essayé de tordre au début. Je veux dire, c'est que le fait qu'un coach américain comprenne, parce qu'un joueur argentin, tout champion olympique qu'il a pu être, tu peux arriver dans une équipe, on essaie non, ça marche pas, bon, allez, hop, ça dégage. Là, il le laisse devenir Manu Ginobili, qui est un joueur qui n'existait pas c'est pour ça que je te dis qu'il a su se réinventer. Exactement. Parce que, oui, c'est vrai. Il est allé, mais oui, je dis de la merde. non, mais je suis très content que tu mettes ça en avant parce que, au final, c'est l'école militaire. C'est un mec qui est assez inflexible, hein. Parce que même s'il a une académie de jeu ou ce que tu veux, tu sors de ce plan de jeu-là, tu te fais détruire. Il y a aucune tolérance par rapport à ça. Aux Spurs, ça passe le ballon. Aux Spurs, c'est une académie du jeu. Ça fait les efforts défensifs. Tu vois comment Kawhi Leonard a été essentiel dans le gain des titres des dernières éditions. Là où c'est important, c'est il y a beaucoup de matchs aussi que les Spurs gagnent où peut-être il n'y a pas Tim Duncan, il n'y a pas Parker. Des fois, il n'y a même pas les trois. Mais le jeu est toujours aussi beau à voir jouer. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. On l'a vu, il y a des moments aussi où le jeu est tellement important pour Popovic, où lui, il est capable, première action du match, les Spurs font de la merde, il prend un temps mort. À 10 secondes, on l'a déjà vu faire. Il y a cette chose-là aussi de l'humour qu'il a rapporté aussi, en interview, où c'est que le temps mort. Oh, damn, Mills! Hey, good job, Mills. Temps mort. Good job, Mills. De l'humour, tout ça. Vas-y, ça a commencé. Les gars, l'humour, tout ça. Écoute, respect, Popovic, tout ça, ouais, ok. On connaît, oui, grand coach, nanana. C'était pas beau, c'était ennuyeux, c'était peut-être académique, mais c'est ce truc ennuyeux de je sais pas quoi. Nous, on aime le showtime, nous, on aime du jeu spectaculaire. Moi, je vais pas regarder, les Spurs pour voir une académie de basket, de machin, ceci, cela. Votre gars, là, Popovic, c'est aussi le mec qui a inventé le haut management. Et même David Stern, il lui disait, cousin, t'as vu, les gens, ils payent leur place, là? Wesh, mets la superstar. Oui, mais non, il faut les reposer, je sais pas quoi. Popovic sans Duncan, c'est quoi?
merci Tim Duncan. C'est lui qui a fait la carrière de Popovic. Il a surfé là-dessus. C'est bien. On peut dire tout ce qu'on veut, mais faut arrêter. J'aime bien ce coach là. Je respecte et tout. Mais il a fait du mal à mes Lakers. Moi, il m'a empêché d'avoir des titres. Et voilà, moi, il y a des choses sur lesquelles je veux bien. Tu trahis Pardon. T'as 5 secondes de plus, vas-y. Mais autant je respecte le coach que ça a été, mais moi, en termes de kiffeur de sport là, j'ai envie de kiffer. Donne-moi du spectacle. Donne-moi du spectacle. Et arrêtez vos trucs drôles, je sais pas quoi. C'est pas. Je vais te dire un truc. L'humour, tu forces. Non mais. Ouais, voilà. Je prends un exemple. C'est pas Kevin Hart. Non. C'est Popovic. Là, clairement, c'est Jimmy Murphy. n'est pas drôle. On dit de 1. Smith, laisse-moi venir à ton secours une seconde et tu vas coke. Pour le coup, dites-moi un autre coach qui a été à même au sein de cet organigramme NBA, les temps morts et les interventions qui ont été filmées et autres, a amené une humour. J'ai pas souvenir d'avoir cet humour-là. J'ai pas souvenir d'avoir vu un seul autre technicien avoir des clips comme Popovic. Vas-y. Exactement. Je dis juste ça. On prend. Il a fait quoi? Regarde la réaction du Akashak. Qui était drôle. On regarde la réaction. Oui, mais là, c'est un truc de. C'est burlesque, là. Toi, tu veux dire qu'il was funny looking? C'est quoi que tu veux dire? Non, mais il était drôle, c'est burlesque, mais c'est aussi le respect aussi qu'avait Popovic envers tous les joueurs de la ligue. Je prends un exemple. Dernier match de Nowitzki. Il est pas mort. On n'est pas obligé on sait, mais c'est une fin de carrière. On parle de l'héritage. On n'est pas obligé de dire, il était merveilleux, c'était le meilleur d'entre nous. On n'a pas dit ça. Il sauvait les enfants. Mais ça reste le coach qui a gagné plus de matchs, les 5 fois champion NBA. Et il y a personne qui a un arbre généalogique des entraîneurs que lui. Je veux dire quelque chose avec ça. Ça, ok. Non, ça, je peux pas lui enlever. Moi, je suis pas un fan du jeu des Spurs. Jamais, quand j'étais petit, je regardais pas les Spurs. Ouais, c'est magnifique. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Faut pas faire de réécriture de l'histoire de maintenant, on dit que c'était magnifique, alors que tout le monde détestait. Non, le jeu était magnifique, c'était juste pas flashy. Non, moi, j'ai parlé du jeu, notamment en 2014, quand il y a les Spurs Heat, j'étais obligé de me dire, waouh. Mais les deux confrontations. Parce que 2013. Oui, mais 2014, c'est encore au-dessus encore. Oui, non, mais. Même quand ils perdent, oui, c'est magnifique. 2013, la confrontation, elle est, après, il y a le panier qui existait pas. Mais je vois pas son erreur d'avoir sorti Duncan à ce moment-là du match. Sa plus grosse erreur en carrière, c'est d'avoir sorti Tim Duncan dans le Game 6, où le rebond de Chris Bosh a été pris. Il le sait, et on le sait tous. Là où, je comprends, fan des Lakers. D'avoir laissé et moi, je suis pas un fan de Popovic quand je parle comme ça. Je dis que chaque joueur des légendes de la NBA qui ont joué sous l'ère Popovic en l'affrontant, tous sont élogieux envers lui. Oui, mais parce que c'est politiquement non, correct. Non, il a bien des qualités. Il a bien, mais non, mais. En fait, le truc, c'est il a des qualités. Je peux comprendre qu'on trouve ça chiant. Je peux comprendre que Tim Duncan, on trouve qu'il est chiant. The big fundamental. Mais après, le truc, moi, il m'a eu à l'usure. Au début, c'était machin. Moi, il y a un moment donné où, en fait, il y a le game plan et le blueprint est tellement clair et ça ne dérange jamais et c'est toujours ce truc-là. Ça, j'avoue qu'ils m'ont eu les yeux. Et, on peut dire ce qu'on veut, c'était un style. Au moins, c'est comme les pistes. Je suis d'accord. C'est comme l'époque des pistes. C'est comme l'époque des Pistons avec John C. Billups, Tayshaun Prince, Ben Wallace, Rip Hamilton. Et moi, en fait, ce que j'aime dans la NBA, et c'est peut-être ça qui m'emmerde un peu aujourd'hui, c'est que, à partir quand t'as des équipes qui jouent à peu près tous de la même manière en analysant les datas, ça m'ennuie. Ce que j'aime, c'est voir des oppositions de style. On en parlait là dans l'Euroleague. Ce qu'il y a de cool, c'est que là, il y a des identités différentes. On a des oppositions de style. Donc lui, il avait ce truc-là, et c'était ça qui était, il y a souvent des séries des Spurs qui étaient vachement bien à regarder. Quand les Splash Brothers arrivent, ce moment où Duncan regarde en disant mais ils vont arrêter de mettre des 3 points ces connards. Garant, souviens-toi quand t'as OKC qui élimine les Spurs. Exactement. Et la beauté de cette série, c'est que les Spurs ils rentrent pas les armes, quoi. Ils se font battre, c'est une fin de cycle, et ils reviennent sur le devant de la scène où tu disais mais attends, OKC maintenant on les a nettoyés. Et tu dis quelque chose de vraiment important. Tu dis ils t'ont battu tellement de fois avec les Lakers et autres, mais quand tu regardes les témoignages d'un Kobe Bryant, par exemple, ou de ce genre de joueurs et de ces oppositions-là, moi, à la base des bases, et je vais pas faire le mytho ici à vous dire que j'étais un bandeur du jeu proposé par les Spurs, mais le puriste que je suis et le coach que je suis devenu et surtout la sagesse que j'ai acquise avec les années, quand je regarde le jeu proposé par les Spurs, la qualité technique, la qualité du plan de jeu,
la beauté de cet altruisme qui était prôné, la beauté de la lecture d'un Boris Dio, d'un Patty Mills avec son jeu feu follet, mais toujours très intéressant. Un Bruce Bowen. Et puis Ginobili, le magicien. Non, Bruce Bowen, c'est le seul mec qui vraiment, si on pouvait l'effacer de ce truc-là, non, ce serait justement, moi j'aimais bien ça. Ce type qui était là pour être horrible. Ouais. Non, mais après Bruce Bowen, je dis ça, mais honnêtement, à LM Évreux, il a joué en Pro B, c'est un parcours de ouf. C'est comme Udonis Haslem qui a joué à Chalon-sur-Saône. Oui. Donc, mais c'est juste pour dire que au final, moi, c'est pas une histoire de faire oh tout le monde est beau, tout le monde est gentil, Adelman, Teletubby, c'est pas ça. C'est surtout pour dire que il y a un réel hommage à rendre pour un réel produit qualitatif qui ne doit pas être sous-estimé. Tu peux ne pas aimer, tu peux ne pas kiffer, tu peux pas bander avec le jeu proposé, mais quand t'aimes le basket, tu dois étudier ce que font les Spurs parce que il y a une telle expertise et une telle avancée au niveau de choses qui n'avaient jamais été proposées en NBA avant les Spurs, une philosophie de jeu qui ne s'associait pas. La manière dont jouent les Spurs en début de carrière avec les Twin Towers, avec Duncan et Robinson, c'est pas le même jeu avec Ginobili, Parker et consorts. Ouais. Et c'est pas le même jeu avec Wembanyama et consorts. C'est-à-dire que il a su... Justement, si c'est pas la première saison qu'ils font avec Wemby, là, si c'est pas Popovic sur le banc, le mec il saute en 2 semaines. Hein. Et comme c'est Popovic, oui, mais non, mais il sait ce qu'il fait. C'est normal, ça. En fait, c'est l'indulgence. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est son équipe. N'oublie pas qu'ils étaient en reconstruction totale. C'était assumé. C'était surtout vraiment un projet où il a pris. Mais tu vois, à l'ère où tu vois des coachs qui finissent, qui sont deuxième de l'NBA, ils sont sautés. Un mec qui fait. Ouais, mais ils sont deuxième de l'NBA, ils ont pas gagné 5. Ils ont pas gagné 5 titres. Mais c'est les Spurs. Puis c'est les Spurs, de toute manière, tu sais très bien. Il y a lui et Phil Jackson. Les Spurs, c'était pas compétitif. Je vais dire la vérité. Il y a, pour moi, quand Duncan il prend sa retraite, faut qu'il bouge. Parce que dès cette saison-là, enfin quand Kawhi part en plus, là ça y est, c'est fini. Pour moi, oui et non. C'est fini. Pour moi, oui et non. T'es les San Antonio Spurs. Et en fait, le truc, mais ce coach-là, attention, je ne l'aime pas. Je dis pas qu'il a pas raison, qu'il a pas pratiqué le basket dans l'une de ses formes la plus pure. Y a pas de problème. Moi, j'aime pas parce que ça me fait pas kiffer. Moi, je regarde pas la NBA pour voir ce basket-là. Moi, j'aime les slashers, les mecs spectaculaires, etc., etc. C'est pour ça que j'aime bien Anthony Edwards, Donovan Mitchell, etc., même etc. Kawhi Leonard, il est pas spectaculaire. Ok. Mais sur là, ce que je lui reconnais, c'est, comme t'as dit, Ngueran, c'est que lui, il est resté fort dans ses convictions. C'est-à-dire que mon basket, c'est ça. Mais il a évolué avec les joueurs. Le basket, il a évolué, mais il a toujours gardé ses racines et sa base. Fondamentaux. Après, il avait le joueur parfait qui lui permettait ça, Tim Duncan, parce que autant Tim Duncan, moi j'aime pas, mais je peux te dire que il est dans mon top 5 et il est pas numéro 5, tu vois ce que je veux dire. Il y a des assassins, on n'en parle pas souvent. Tim Duncan, c'est un assassin. Exactement. On n'en parle pas souvent avec ce terme-là. C'est un putain d'assassin. Mais le problème que j'ai avec lui, c'est qu'à un moment donné, t'as été dans le coup, ah, t'es plus dans le coup. Et comme t'as été dans le coup, on pense que t'es encore dans le coup. Et moi, pour moi, les 5-6 dernières années... Mais selon toi, sa carrière est due à Tim Duncan. Mais ça, alors, attends, mais par contre... Ça, c'est l'histoire du jeu du coach. C'est l'histoire du sport. Mais tu peux avoir le même débat avec Phil Jackson, tu peux avoir le même débat... Et si tu le dis, t'as pas faux. Mais sauf que Phil Jackson, il a fait avec Jordan, et il a fait avec Kobe, il a fait dans d'autres contextes. Avec Kobe, avec Shaq, oui. Non, mais il a fait dans d'autres contextes qui... J'en connais d'autres. Il y a comparaison et trucs. Tu vois? Là où il a fait son truc, à un moment donné, je pense que... Alors, bizarrement, très bizarrement, je suis sûr et certain qu'au sein de l'organisation, il y en a qui se disent, bon, enfin, on va pouvoir voir autre chose. Parce que tu dis, il a fait avec Duncan, mais mec, tu dis, va voir autre chose, c'est lui le président des... Tu vas foutre Tony Parker, en plus. Tu vas foutre Tony Parker, que personne ne connaît. Les gars, je vous propose un petit truc sympathique pour finir. Allez. Vas-y. Voilà. Je t'en ai pas parlé parce que je voulais justement que tu sois pris de court. Je vous propose un petit quiz. C'est bizarre, toi. Un petit quiz. Oh. Écoute, on va tester ta culture basket un petit peu. J'y connais rien, moi, vous savez pas. Bah, c'est pas grave, voilà. Je suis DJ, putain. Je suis DJ. Donc, parle-moi du rap des années 90. Voilà, parle-moi de la fouine. C'est dernière. Fouini baby. B-Basket a proposé toute une série de quiz. C'est même pas toi qui l'as fait le quiz? Non, bah attends, mais
J'ai pas forcément le temps de faire ce que font les autres, mais je mets en avant ce que font les autres. Et pour le coup, j'ai pris plaisir. J'ai fait le quiz sur Villeurbanne, sur l'Euroleague, sur plein de trucs. Et pour le coup, j'ai vraiment apprécié les pièges qu'ils tendent et les questions qu'ils posent. Et ça m'a moi-même challengé sur mes souvenirs, hein, cette culture basket. Et je me suis dit, bah, ce serait un petit peu sympathique. Alors, c'est pas un truc qu'on va faire souvent, mais c'était approprié parce qu'ils nous ont proposé un quiz Greg Popovich. Ok. Et donc, Bon, les gars, ça prend c'est une petite l'émission minute. sans moi. Moi, Non, écoute, ça prend une petite minute. Né à East Chicago dans l'Indiana, de quelle origine Tu veux est... ton groupe sanguin aussi? De quelle origine est Greg Popovich? Est-il russe? De Russe, Bosnie et Herzégovine? Non. De Serbie? Il Ou est- de il est Monténégro? serbe. J'allais dire serbe, moi. Il est serbe. Serbe? Serbe. Serbe? Russe. Eh bien, la réponse, mes amis, c'est Monténégro. Ah ouais? Et je me suis fait avoir, j'ai dit russe aussi. Non, mais Bastardo. le truc, c'est qu'après, quand tu fais 3 pays de l'ex-Yougoslavie, c'est chiant. Serbie, Monténégro, c'était. On a un peu. Pour moi, on a un demi-point avec Mitch. Tu vas dire, c'est la même patrie, c'est Hugo. Non, mais je veux dire, c'est que Il y a c'est. que nous qui étions dans le faux, en fait. J'avais dit russe, moi. Dans quelle université évolua-t-il en tant que joueur? Les Falcons de l'Air Force, Michigan State, Harvard ou North Carolina? Air Force. Air Force, non? Yes, très bien. Bah, le parcours militaire dont on justement, avait parlé. donc- Exactement. Il portait le numéro 1. Air Force One. De quel célèbre entraîneur américain fut-il assistant à ses débuts? Et était-ce Phil Jackson ou Larry Brown? Larry Brown. Dans quelle équipe? Détroit? Non. Non, mais non. Larry Brown, c'était, je sais pas Philadelphie. Non, mais Larry Brown, Non, c'est non, après Détroit. c'est après. C'est surtout ça. C'était pas. Les gars, je vous pose une question piège. C'était San San Antonio. Antonio, c'est bien tout. sûr. On est complètement. T'as vu comment je En les ai vrai, bégayés? bah oui. Ah, je sais pas. Mais J'étais en train de chercher. c'était pas une vraie question. Les Kansas City Cincinnati? Non, c'était les Spurs. Vous en faites pas. Mais je voulais voir un petit peu si vous allez bégayer. Pour quelle autre franchise NBA Greg Popovich est-il passé en plus des San Antonio Spurs en tant qu'assistant? Est-ce que c'était les Denver Nuggets ou les Golden State Warriors? Je dirais les Warriors comme ça. Denver. Les Warriors. Warriors it is. Indeed. Mitch, pour lui, c'est pas un jeu. Il veut vraiment gagner ça. Avouez que vous le saviez pas. Ah bah, Faites pas genre les gens là qui regardent l'émission, Non, mais vous le saviez. Non, mais c'était qui le head coach? Le head coach, je suis même pas sûr. J'ai même pas vérifié. C'est pas Don Nelson? Don Nelson? Don Nelson, ouais. C'était Don Nelson, ouais. En quelle année Greg Popovich a-t-il été nommé entraîneur principal des San Antonio Spurs? 96. Bon, bah, si les gars, vous êtes incollables. Vous voulez que je vous le dise quoi? Combien de titres NBA a-t-il gagné? Bon, 5. Ok, on va pas. Merci Tim. Ouais, écoute, c'est pas. Ok. Le semard. Oui, mais. Quel record Popovich détient-il dans l'histoire de la NBA? Le plus grand nombre de victoires ou le plus grand nombre de titres? Bah, victoire. Victoire, bah, il a Après, tu coaché t'es- 35. Combien on a dit? On a dit tout à l'heure, j'ai dit 1422. Il a coaché. Vous avez une mémoire, mais vous avez une Oui, mémoire. je dis à 15 minutes, donc ça va, ça à peu près. J'arrive pas en paix. Alors ça va être un peu plus piégeux. En quelle année Popovich a-t-il été intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame? Il y a pas si longtemps. Ouais, pardon. Ouais, Bah, donc c'était- c'était 2019, 2023, 2015 ou 2011? 2023, Moi, je non, dirais avec 15. les autres. 23, je Moi, je dirais 15. 23. Avec les joueurs. C'était 2023, Ok. exactement. Avec Tony Park. Enfin, quand ils ont. 2015, c'est trop loin. Ouais. Et en compagnie de quel binôme de folie? 2 joueurs de folie? Bah, C'était- Tony Parker. Nope. Non, c'est Tim Ah non, Duncan. Dwayne Wade. Yep. Pardon, Il y a Dwayne Wade. et c'est- D-Wade et Attends, Dirk attends. Nowitzki. Mais t'es Ouais, bon! c'est Il est ça. bon, Lengen! Il est C'est ça, bon! Oui, c'est vrai en plus, c'est vrai. Il est bon! Quel Quand tu me événement... poses des questions d'université, j'ai rien par contre. Quel événement majeur a conduit Popovich à quitter son poste d'entraîneur? On en a Il a eu parlé. un AVC. Il a fait malheureusement un AVC en novembre 2024. On a fait les 2 tiers, les amis. Qui a succédé à Popovich en tant qu'entraîneur principal des Spurs? Est-ce que c'est alors, Mitch. Becky Hammond, Monty Williams, Steve Kerr ou Mitch Johnson? Mitch Johnson. Vous auriez pu mettre des noms un peu plus piégeux quand même, les amis, hein, sur Parce que votre là, quiz. c'est Là. des gens qui sont en poste ailleurs. Mais ouais, vous auriez pu tendre un piège un peu plus piégeux. J'aurais dû. J'allais moi-même dire vous Mitch donner- Robinson, donc je sais plus comment il s'appelle. J'avais dit que c'était Mitch, mais je me rappelle plus du nom. Des canons. Bon, celle-là, on passe à autre chose parce que c'est vraiment pour les non-connaisseurs. Hein. C'était quel joueur français a été développé par Popovich, ça on le sait. Quelle distinction internationale Popovich a-t-il remporté en tant qu'entraîneur? Champion du monde FIBA 2019, champion d'Europe 2017, médaille d'or au JO de Tokyo 2021 et médaille d'argent au JO de Rio Tokyo. 2016. 2021.
Tokyo 2021, c'est ça? Ouais, c'est Parce Tokyo. que Ça. Quand ils ont gagné Parce que les JO, là. 2019, ils perdent, donc c'est pas possible. Alors, ils avaient été Voilà. affreux d'ailleurs en 2021 d'ailleurs. Quelle est la particularité de la carrière d'entraîneur principal de Popovic en NBA? Il a remporté des titres avec 3 équipes différentes. Il a été entraîneur adjoint pendant 20 ans avant de devenir principal. Il a été joueur NBA avant d'être entraîneur. Il a entraîné une seule franchise pendant toute sa carrière. Une seule franchise pendant toute sa carrière. Voilà. C'est même ça qu'on- Mais le quiz, c'est même ça qu'on lui reproche. le quiz est également pour nos téléspectateurs. C'est même si nous on connaît les Jouez réponses. si vous êtes chez vous, il y a rien à gagner. Donc, Il y a absolument rien. vraiment Juste exactement. le respect éternel de l'équipe éditoriale de Ouais. Temps Mort. Voilà. Et dernière question. Combien de saisons complètes a-t-il passé avec Victor Wembanyama? Une seule. T'as dit 0? Une. Non, seule oui, une. J'ai cru qu'il était parti entre temps. Une seule. Une seule. Ouais, c'est Voilà. C'était un petit quiz pour terminer parce que c'était aussi pour donner un petit peu de force à B-Basket qui fait du bon boulot dans la couverture. Dans la couverture du basket français et international. Chers amis de B-Basket. Donc B-Basket, you shout are- out, vu que je connais les amis là-bas. Voilà. Et puis, c'est la fin de l'émission. @TempsMortShow sur toutes les plateformes. Ah, mais attends, S'il vous Popovic, plaît. moi, je voulais dire. Ah, tu voulais rajouter? Toi, t'as pas déjà pris ton temps mort, toi. T'as pas pris ton temps mort, toi. Attends, tu sais quoi? J'ai une petite question. Guiran, Oui, c'est moi. fidèle Knicks devant l'éternel? 99. C'est ça que t'allais me poser? Non. Non, j'y pense même pas parce que merci le lockout. Mais la dernière fois, on a eu un petit débat avec Angelo et Mills, ici présent, Ouais. à propos Tu veux retourner sur des ça? légendes des Knicks. Ouais. Ah. Nous, on aime bien Carmelo, mais moi je le mets pas au niveau de légende des Knicks. Et je sais que Toi, tu rajoutes les des trucs gens comme ça, là. On les est gens sur le point de l'aiment bien. couper l'émission et Je il sais que les rajoute gens ça. l'aiment bien, mais d'un point de vue légende des Knicks, il y a plein de joueurs que je mets devant Carmelo. Parce que pour moi, il a pas incarné la ville comme il aurait dû l'incarner par rapport à son talent. Mais il me En termes de l'accorde. talent, Je te en termes de donne pas talent, un oui. classement. Mais moi, c'est pas un je classement, prends tous Flexta. les jours de l'année, même les jours fériés, et même les années bissextiles, la trade Sprewell devant Carmelo. Mais l'un Sprewell a n'empêche une pas place, l'autre. Tu Sprewell a vois une ce que je veux place dire? particulière. Pourtant, Pour en talent. avoir beaucoup parlé avec des New-Yorkais, fans de basket, Sprewell aura toujours une place particulière. Alan Houston sera toujours sous-coté. Ouais. John Starks. John Starks parce que le record de 3 points avant que Fournier le batte, mais le record de 3 points sur une saison. Puis même, John Starks, c'était le soldat. Mark Jackson, Chief Childs, tous ces gens, Patrick tout. Ewing. Ouais, pas Il y a tout. une légende, c'est Patrick Ewing. Oui. Je Non, pense mais même que Phil Jackson. Willis Reed. Oui, Clyde. Clyde, Mais, Frazier. Beaucoup évidemment. de gens que tu mets devant Melo. Non, mais en fait, le alors, truc, si tu veux faire un classement, on peut débattre. Mais Melo est une légende des Knicks. Melo est une légende. Merci. Oui, mais mais le mot merci. légende, les gars, le mot légende, faut faire attention avec le mot légende. Les mots ont un sens. Attends, le mot mais- légende. mais j'explique. Légende, vous savez c'est quoi? Légende. Mais j'explique. Melo aujourd'hui, mais de la même manière, mais pas tout à fait. Mais Melo aujourd'hui au Garden, il vient, c'est-à-dire que Melo, à partir du moment où Spike Lee, Talk to us. à partir du moment où Spike Lee te considère comme une légende, et surtout, tu pars du jeu. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis fondamentalement d'accord avec toi. Mais c'est à force d'y... His mama called him Clay. I'm gonna call him Clay. Melo, tu dis il incarne pas la ville parce que il l'a pas incarné. Évidemment, il jouait comme des merdes. C'est-à-dire que ça a été. Moi, je suis allé les voir. Le meilleur joueur sur le terrain pendant une mi-temps, c'était Aaron Aflalo, frère. Porzingis à ce Shout moment-là, out c'était UCLA. à l'époque, Porzingis était blessé comme d'habitude. Ouais. Melo est arrivé, il a mis 33 points en deuxième mi-temps, c'était contre Détroit et André Drummond. Bref, c'était en 2016 au Garden. Mais Melo, déjà, il se passe un truc quand il est là. Parce qu'à ce moment-là, c'était lui la star du. Évidemment qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Mais c'est Ou pas ce qu'on aurait espéré. la légende new-yorkaise, c'est pas uniquement sur le terrain. Melo, non mais je te dis, ce dont on se rend Écoute pas un compte. peu, il Ce dont te on se- parle, le bonhomme. J'ai rien dit. Melo Le langage corporel. J'ai rien dit. J'ai entendu le soupir. Mais j'ai rien dit. Melo a participé sûrement à une des campagnes de pub qu'on n'a jamais vues ici. Avec JB Smooth et Chris Di Stefano, qui sont deux On l'a pas vu ici, effectivement. comiques new-yorkais, dont les gens parlent encore aujourd'hui parce que ça a été le premier à avoir ça a été un des premiers à avoir des Jordan, un athlète qui n'était pas Jordan, signé chez Jordan. Il y a eu des pubs qui sont encore légendaires et dont les gens parlent encore à New York. Et qu'on le veuille ou non, oui, les résultats n'ont pas été là,
Mais Melo reste une légende parce qu'il continue à venir au Garden et il est traité comme une légende. Il est traité comme une légende au Garden. Il est new-yorkais. Voilà. Il est plutôt, c'est un New-Yorkais. Aujourd'hui, oui. Bon. Et aujourd'hui, alors moi, je suis d'accord avec toi, fondamental. En fait, le truc, c'est que moi, j'étais d'accord avec toi, mais à force d'aller à New York, j'ai été obligé de rendre. C'est pareil, ils m'ont eu à l'usure. J'ai été obligé de rendre les armes. Non mais. Et Melo fera partie fait partie des légendes parce qu'il était aussi trop fort. Et il a pas été bon. Ils ont pas eu de résultat. Ils ont pas eu de résultat, mais il a été très fort. Mais ils ont pas eu de résultat, mais je suis obligé de le dire. Et alors que pour moi, je place, moi, si tu me demandes à titre personnel, l'autre jour, on me demandait, je l'ai même pas cité, gars. Donc, tu vois? Oui, mais c'est pas, moi, on s'en fout. Non, mais en fait, moi, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas confondre. Oui. Non, mais faut pas confondre. Pour moi, c'est une légende. L'affect et la réalité de légende. Légende, moi, ça c'est pour ça que je te dis. Alors, quel est le critère? La réalité de légende, c'est quand tu dites-nous vas dans les commentaires. Ouais. Pour vous, c'est quoi une légende? Parce que pour moi, une fois de plus, c'est toujours le même problème par rapport à ce qu'est un MVP. Les critères changent. Pour le Ballon d'Or, les critères changent tout le temps. C'est les titres, c'est les buts. Légende des Knicks. Attends. Donc, légende des Knicks. C'est quoi une légende? Attends, excuse-moi. Javier Pastore, légende du PSG? Oui. Regarde Javier Pastore qui arrive au Parc des Princes. Oui, mais ça, c'est de l'affect aussi. Pour moi, non. C'est ça qui fait une légende. Si tous les supporters font que c'est une légende, c'est une légende, tu peux rien. En fait, c'est pas que ça. Tu peux rien faire là-dessus. Il faut aussi avoir fait des choses et avoir gagné 2-3 trucs. C'est sympa. Mais tu peux avoir gagné le cœur des gens. Tu peux avoir défendu. Tu peux avoir défendu les couleurs. Tu peux avoir défendu le maillot. Tu peux avoir défendu le maillot avec fierté et avoir donné le meilleur de toi-même. Tout le monde ne gagne pas chaque année. Tout le monde donne le meilleur de soi-même, mais à un moment donné. Non, pas tout légende. J'ai pas dit grand joueur ou grand respect ou légende, tu prends que légende. Alors pour toi, le curseur est peut-être différent pour toi. Légende, c'est simplement lié au succès collectif que tu as réussi à glaner. En fait, c'est une conjoncture de tout ça. C'est pas que ça. C'est aussi la personnalité en termes de personnalité. Melo, il donne rien. Bah si, justement. C'est ça, en fait. C'est ça que t'as pas. Les gars, ça fait 5 ans qu'on l'entend parler. Avant, il parlait pas. Mais même. Oui, mais je te dis, avant, parce que toi, tu le voyais pas. Il parlait pas parce qu'il aimait pas les journées. Il a commencé à parler à New York parce que t'es obligé de parler, mais surtout, il était présent. Même son podcast, il est nul. C'est Miron qui fait le. Maintenant, ils sont plus. Il y a Monica McNutt maintenant. Bon, c'était chaud. Je vais mettre de l'ordre dans la maison là. C'est terminé. Coupez les micros. C'est la fin. Temps mort. Vous connaissez. De toute façon, c'est avec cette équipe d'Anne Batté. Vous attendiez pas à ce qu'il y ait un peu de désordre. Vous allez apprendre à nous connaître. On va essayer de gérer ce désordre. On demande des temps morts pour essayer justement sur toutes les plateformes @temps mort show. S'il vous plaît, donnez-lui.